Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce dernier séminaire sandwich de la saison 2022-2023. Alors, vous inquiétez pas, on va revenir l'année prochaine avec plein d'autres séminaires. Mais pour cette année, on en aura fait 3, c'est déjà très très bien. Alors, comme promis, enfin, on accueille quelqu'un qui n'est pas du service de physique nucléaire et subnucléaire. Désolé pour les gens qui sont plutôt dans l'option matériaux, parce que ce sera encore quelqu'un lié aux interactions fondamentales. On accueille Sébastien Gamrat, qui est un docteur de l'UMONS, tout fraîchement diplômé, puisqu'il a défendu il y a moins d'un mois. Et c'est justement de ça qu'il va nous parler. Il va en fait nous présenter le contexte dans lequel se déroule sa thèse. Donc on va parler de mécanique quantique, on va parler d'astrophysique, de spectre, d'éléments lourds, de nucléosynthèse. Mais ça, je vais le laisser faire, il le fera bien mieux que moi. Donc, il me reste simplement à vous souhaiter un bon appétit, à vous souhaiter un bon séminaire. Et puis, Seb, écoute, fais-nous rêver avec des atomes et des étoiles. Fais-nous rêver sans pression. Alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. J'en discutais avec Cyril en préambule, c'est assez marrant de voir que vous préférez vous masser derrière là où il n'y a pas de banc que venir ici devant là où il y a des bancs. Bon, chacun son délire. Donc, comme Cyril l'a dit, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir dans les étoiles et on va parler de ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Alors j'ai mis entre parenthèses la nucléosynthèse stellaire. Donc c'est quoi la nucléosynthèse? On va y revenir, mais c'est pour répondre à la question d'où viennent les éléments, comment se créent les éléments, si vous voulez. Donc, mais c'est bien Cyril, mon pointeur ne fonctionne déjà plus, il aura tenu 42 secondes. Nous revoilà, après petit incident technique. Donc, la présentation de ce midi va s'organiser de la manière suivante. Donc, d'abord, je vais faire un bref rappel sur comment on voit les éléments dans les étoiles, donc essentiellement un rappel de spectroscopie, puisque c'est mon fonds de commerce. Puis, on va parler de la vie et de la mort des étoiles, et via leur vie et leur mort, on va s'intéresser à la création des éléments en leur sein. Et puis, on verra comment se créent les éléments lourds après la vie et la mort des étoiles. Alors, donc comme je le disais, la théorie de la nucléosynthèse, de manière générale, c'est la théorie qui explique la distribution des abondances des différents éléments chimiques qui se trouvent dans notre univers actuel et qui veut expliquer comment ces éléments se sont formés. Alors, quand je dis éléments chimiques, nous allons parler des éléments qui vont de Z égale 1, l'hydrogène, à Z égale 92, l'uranium, donc les éléments naturels. On ne va pas s'intéresser aux éléments avec un Z plus grand que 92 dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, puisque ce sont des éléments qui sont créés a priori en laboratoire. Donc, on commence par les rappels de spectroscopie, puisque comme le disait Cyril, comme je fais partie du service de physique atomique et astrophysique, mais en fait la partie atomique sert à voir les éléments, à savoir quels éléments se trouvent dans une étoile. Donc en fait, chaque élément a ce qu'on appelle une carte d'identité spectrale qui correspond aux transitions électroniques entre les différents niveaux d'énergie d'un atome. Et pour chaque élément, même pour chaque ion de chaque élément, pour être plus précis, eh bien, on a une signature spectrale qui est caractéristique. Et donc, quand on a face à nous un spectre, typiquement le spectre d'une étoile, eh bien, en l'étudiant, on va pouvoir, par correspondance, si on connaît la carte d'identité des éléments, trouver de quel élément il s'agit. Et donc, dans l'exemple qui est ici, si on a un gaz inconnu qui est là, qu'on connaît les différents éléments, eh bien, par comparaison, on va pouvoir trouver que notre gaz inconnu qui est là, il a la même signature que le néon qui est ici. Et donc, on a identifié que notre gaz inconnu, c'était du néon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des spectres d'émission, donc un fond noir avec des raies lumineuses. On a aussi des spectres d'absorption qui sont exactement les mêmes, c'est le négatif où on a un spectre continu et des raies d'absorption en noir qui correspondent du coup à l'absorption ou à l'émission d'un photon correspondant à la transition entre deux niveaux d'énergie. Donc, de manière générale, un peu grossière et assez vulgarisée, on va dire que la spectroscopie, c'est l'étude du rayonnement électromagnétique qui va être émis ou absorbé par une certaine substance et qui permet, par l'étude, d'en déterminer sa composition chimique. Alors, dans le cas de l'astrophysique atomique, la substance, ça va être une étoile. Et donc, on va pouvoir, grâce à des analyses spectroscopiques, déterminer la composition, donc déterminer quels sont les composants chimiques qui sont présents dans une étoile, mais aussi l'abondance de chacun de ces composants, qui sont typiquement les deux buts de la théorie de la nucléosynthèse qu'on a. Donc, ça a expliqué quels éléments il y a et en quelle quantité.
Donc ça, c'était pour le bref rappel de spectroscopie. Pour ceux qui sont venus à la défense de thèse il n'y a pas longtemps, j'en avais fait un beaucoup plus long. Donc le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler de la production des éléments. Donc, il y a plusieurs types de nucléosynthèse. La première nucléosynthèse, la première qui a vraisemblablement eu lieu, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. La nucléosynthèse primordiale, c'est il y a très longtemps, à peu près au niveau du Big Bang, juste après le Big Bang, dans des conditions de température et de pression ultra élevées, on a pu avoir création des premiers noyaux, notamment des noyaux d'hydrogène, et de ces isotopes, le deutérium et le tritium. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, l'hydrogène, c'est le carburant principal des étoiles. Et c'est le premier élément du tableau chimique, enfin du tableau de Mendeleïev, donc Z égale 1. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire, donc la création d'éléments dans les étoiles. Et puis après, on parlera de ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Rassurez-vous, on ne va rien faire exploser aujourd'hui. Alors, donc, dans les étoiles, un des canaux de formation des éléments, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse au cœur des étoiles pendant l'évolution calme, par opposition à la suite qui sera explosive. Donc en gros, comment ça fonctionne ? Pour savoir comment ça fonctionne, on va s'intéresser à la vie des étoiles. Et donc la vie d'une étoile, elle dépend intrinsèquement de sa masse initiale. Donc on va distinguer des étoiles de faible masse. Donc les étoiles de faible masse, conventionnellement, c'est par la limite de Chandrasekhar, celles qui ont une masse inférieure à 8 fois la masse du Soleil. Donc typiquement le Soleil rentre dans la catégorie étoiles de faible masse. Et les étoiles de masse élevée qui ont une masse supérieure à 10 masses solaires. Alors les petits malins me diront, tiens, mais qu'est-ce qui se passe entre 8 et 10 ? C'est une zone un peu floue de transition. Alors, en général, quand on est entre 8 et 10, on est plutôt plus proche des étoiles de masse élevée que de masse faible. Dans les deux cas, au début de la vie de l'étoile, la source d'énergie, ça va être la fusion de l'hydrogène. Donc la fusion de l'hydrogène, on va voir plusieurs types de fusion de l'hydrogène, mais a priori, on prend deux noyaux d'hydrogène et on les fait fusionner pour créer un noyau plus lourd. Donc, on va s'intéresser à la vie d'une étoile de faible masse. Donc, une étoile de faible masse, elle va fusionner les atomes d'hydrogène, enfin les noyaux d'hydrogène, pour en former de l'hélium. Et donc, ici j'utilise le terme brûler, mais c'est vraiment fusionner. Donc l'hydrogène, c'est le carburant de l'étoile qui va lui permettre de fournir son énergie. Et donc quand elles auront fusionné tout cet hydrogène en hélium, eh bien elles vont s'effondrer sur elles-mêmes. Comment ça se fait ? Eh bien, en fait, une étoile, c'est un objet qui est extrêmement massif, je ne vous apprends a priori rien. Et on a une balance entre la force de gravité de l'étoile qui veut faire en sorte qu'elle s'écrase sur elle-même et les phénomènes extrêmement énergétiques qui se passent en son sein. Une fois qu'on éteint les phénomènes énergétiques de la fusion thermonucléaire, il ne reste plus que la gravité qui va faire en sorte que l'étoile va s'effondrer sur elle-même. Une fois qu'elle s'effondre sur elle-même, du coup, la pression et la température vont augmenter. Et là, on va pouvoir, du coup, entrer dans des conditions nécessaires à la fusion de l'hélium. Et donc, quand on entre dans ces conditions-là, on va pouvoir faire fusionner l'hélium. On verra les réactions de fusion un petit peu plus tard, mais le but, c'est pas vraiment de s'intéresser à ça, c'est vraiment de comment est-ce qu'on produit les éléments et dans quel ordre. Et donc là, l'hélium va pouvoir permettre, donc on va avoir fusion de l'hélium, qui va créer des éléments un petit peu plus lourds, qui vont aller jusqu'au carbone. Bon, le carbone, c'est Z égale 6, donc c'est pas encore très très lourd, mais on peut quand même créer plusieurs éléments comme ça. Et en fait, à ce moment-là, l'étoile va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Donc quand la fusion de l'hélium s'active, eh bien, on a à nouveau quelque chose qui vient contrebalancer les forces de gravité. Et donc, l'étoile se redilate. Elle est en fait à ce moment-là beaucoup plus grosse que ce qu'elle n'était initialement. Et donc, dans le cadre de la vie d'une étoile, une étoile normale, typiquement comme le Soleil, c'est ce qui lui attend. Quand le Soleil aura brûlé tout son hydrogène, il va se contracter sur lui-même et puis redevenir beaucoup plus gros et devenir une géante rouge. Et souffler les 3 premières planètes du système solaire au passage. Faites le calcul, c'est pas très bon pour nous. Alors, après, quand on a brûlé l'hélium, enfin quand on a fusionné l'hélium, on n'atteindra pas les conditions nécessaires à la fusion du carbone, et donc l'étoile va à nouveau s'effondrer sur elle-même. Et cet effondrement va donner ce qu'on appelle une naine blanche, une étoile morte, et les couches externes vont être expulsées sous la forme de ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, qui n'est pas une planète, mais bien une étoile avec un nuage de gaz autour. Donc pour les étoiles de faible masse, on n'a pas créé beaucoup d'éléments. On en a créé quelques-uns. Alors du coup, quand je raconte ça comme ça a l'air d'aller vite, mais le temps qu'il faut, ça se compte en milliards d'années. Puisque ici, le Soleil, il est toujours dans l'étape 1, qui fait déjà depuis plusieurs milliards d'années, et il est a priori parti pour faire ça pendant encore plusieurs milliards d'années. Donc du coup, c'est
3 minutes de présentation, mais plusieurs milliards d'années dans la vie d'une étoile. Donc, comme je le disais, dans le tableau périodique des éléments, on a l'hydrogène, l'hélium, on a pu créer ces éléments-là, puis on s'arrête au carbone. Bon, on est à Z égale 6, si on veut aller jusque Z égale 92, on a encore un sacré bout de chemin à parcourir. Alors, pour comprendre comment on crée d'autres éléments lourds au sein des étoiles, on va passer maintenant aux étoiles massives, donc aux étoiles qui ont une masse initiale supérieure à 10 fois la masse du Soleil. Donc, les premières étapes, donc ce qu'on a vu, sont les mêmes que pour les étoiles de faible masse. Donc on brûle l'hydrogène. Encore une fois, je le fais avec les mains ici, ça a l'air d'aller vite, mais ça ne va pas vite du tout, ça prend encore des milliards d'années. Mais les étoiles de masse élevée vivent moins longtemps que les étoiles de faible masse. Donc on a fusion de l'hydrogène, puis on a contraction, puis on a fusion de l'hélium, etc., etc. Alors, juste, on va faire une petite digression sur le fait que ça se passe pareil, mais pas tout à fait pareil. Donc en gros, dans les étoiles de faible masse, la fusion de l'hydrogène, on va parler de la chaîne proton-proton. Donc un noyau d'hydrogène, c'est quoi ? C'est simplement un proton. Et dans les étoiles de masse plus massive, pour produire de l'énergie, on va parler du cycle CNO, carbone, azote, oxygène. Donc là, je fais une petite digression. Donc dans les étoiles de faible masse, on en a parlé tout à l'heure, les réactions thermonucléaires qui ont lieu, c'est celle-ci. Donc c'est la fusion de deux noyaux d'hydrogène qui vont donner un noyau de deutérium, un positron, un neutrino, et de l'énergie va s'en émettre. Les positrons ne vont pas vivre très longtemps, vont rencontrer des électrons, puisque évidemment si on parle de noyau d'hydrogène, comme un atome d'hydrogène c'est un proton et un électron, le positron va rencontrer un électron, émettre des gamma et de l'énergie par annihilation. Et ensuite, quand on a le deutérium qui est un isotope de l'hydrogène qui va fusionner avec un hydrogène avec pas de neutrons, on va pouvoir produire un isotope de l'hélium qui est l'hélium 3. Et ce processus-là peut produire des éléments jusqu'au beryllium, donc Z égale 4. Donc encore une fois, on ne va pas très très loin. Mais du coup, c'est ça la source principale d'énergie pour les étoiles de faible masse. Pour les étoiles de masse un peu plus élevée, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le cycle CNO. Alors le cycle CNO tient compte encore de l'hydrogène, donc il faut qu'il y ait de l'hydrogène. Et donc une fois qu'on a brûlé tout l'hydrogène, on se retrouve dans la même situation que les étoiles de faible masse. Sauf que cette fois-ci, nos hydrogènes vont interagir avec des éléments plus lourds, comme le carbone, l'azote et l'oxygène. Et donc on a ici qu'en fusionnant un carbone avec un hydrogène, on peut produire de l'azote. Et on a tout un cycle qui permet de produire des éléments comme l'oxygène dans ce cas-ci. Alors en fait, le cycle CNO, là je montre quelques équations de fusion, c'est plus complexe que ça. Donc ça c'est le cycle CNO principal, il y a ensuite deux cycles CNO secondaires, parce qu'en fait ici, en fonction de ce qu'on produit là, en fusionnant l'azote 15 avec un hydrogène, on peut aussi produire de l'oxygène 16, et donc ça donne lieu ensuite à un autre cycle secondaire. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça produit énormément d'énergie. Donc, fin de la digression, pour dire que ça se passe pareil, mais pas tout à fait pareil quand même. Donc, les premières étapes sont, en principe de fonctionnement, en schéma de pensée, on va dire, les mêmes. Donc, on a l'hydrogène qui est notre carburant principal, qui va fournir de l'énergie. Au bout d'un moment, on va tomber à court, et l'étoile va se contracter, puis se redilater, etc. Mais cette fois-ci, comme elle était plus massive initialement, elle va pouvoir créer un cœur de carbone. Donc un cœur où on a atteint la fusion des noyaux de carbone. Et ensuite, on va avoir ce fameux phénomène de contraction-dilatation qui va continuer jusqu'à faire augmenter graduellement la température et la pression dans le cœur de l'étoile. Cette augmentation de température et de pression va permettre la fusion d'éléments de plus en plus lourds. Et on va, grâce à ça, pouvoir synthétiser des éléments jusqu'au fer. Alors, le fer, ici, c'est une limite qui est complètement infranchissable pour ce processus. Pourquoi ? Parce que le fer 56, c'est le noyau le plus stable de tous les noyaux. Et donc, une fois qu'on a atteint le fer, on n'a aucun avantage énergétique à encore fusionner. Et donc, la fusion de ces noyaux de fer est impossible. Une fois qu'on atteint ce stade, c'est ce qu'on appelle la catastrophe du fer, l'étoile va exploser en une supernova. Et là, c'est un phénomène extrêmement énergétique où l'étoile va vraiment exploser et expulser deux flux de rayons gamma et beaucoup de matière dans l'espace interstellaire. Et ce qui reste après, c'est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, en fonction de la masse initiale de l'étoile. Ce qui est intéressant, petite digression encore, c'est que
le résultat de la vie d'une étoile, donc une étoile morte, c'est toujours ce qu'on appelle un objet compact. Donc c'est des objets extrêmement petits et extrêmement denses. On a donc les 3 types d'objets compacts, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Donc si on revient sur notre tableau périodique, on a maintenant pu créer pas mal d'éléments plus lourds, et on s'arrête ici à z égale 26. Donc on est beaucoup plus avancé que ce qu'on était avec juste les étoiles de faible masse, mais on a encore quand même pas mal de chemin à parcourir jusqu'à l'uranium. Ce qui se passe ensuite pour créer des éléments plus lourds, ça vient de l'enrichissement de l'espace interstellaire en neutrons. Pour créer un élément lourd, à un moment ou à un autre, on va avoir besoin de neutrons. Et donc, on va distinguer 2 processus principaux de formation de ces éléments plus lourds que le fer. Donc le fer, comme je l'ai déjà dit, c'est Z égale 26. Donc ces éléments plus lourds que le fer, on les appelle des TiE, des Trans-Ion Elements, ou des éléments transfériques en français, mais je trouve ça moche. Donc on va quand même dire TiE. Et donc on distingue 2 processus principaux. Il en existe d'autres, mais c'est les 2 principaux ici. C'est le processus S, ainsi nommé parce qu'il est plus lent, donc pour slow, et le processus R, ainsi nommé parce qu'il est plus rapide. Les physiciens sont toujours hyper originaux quand il s'agit de donner des noms à des processus ou d'autres choses. Donc, le processus S, c'est quoi? Donc, je vous ai dit qu'il fallait des neutrons. Et donc, le processus S, c'est quand on est dans un cas où on a une irradiation neutronique faible. Donc, un flux de neutrons qui vient attaquer notre étoile, on va dire, pas très élevé. On va pouvoir ainsi, donc si on a des nucléides dans l'étoile, former des nucléides instables, à partir d'un nucléide stable, par absorption d'un neutron. Et en fait, comme le flux neutronique n'est pas très intense, ce nucléide instable va avoir le temps de subir une désintégration bêta avant d'absorber un autre neutron. Ce qui donne ceci, donc si j'ai mon nucléide instable qui est là, qui va absorber, donc mon nucléide stable absorbe un neutron, ce qui donne mon nucléide instable qui est là, et qui va ensuite pouvoir donner un nucléide avec Z plus 1, donc on a augmenté de 1 dans le tableau périodique. Alors, ici, du coup, la matière qui s'enrichit, elle s'enrichit par saut d'une masse atomique à la fois, en éléments lourds. Et donc, on a une capture de neutrons, qui est suivie par une désintégration bêta. Et en fait, ce processus de création ne permet qu'un seul chemin dans ce qu'on appelle la carte des nucléides en physique nucléaire. Et on va pouvoir comme ça produire des éléments jusqu'au plomb. Après le plomb, ça ne marchera plus. Donc le plomb, c'est Z égale 82. Donc on a quand même vraiment pas mal avancé dans le tableau périodique, puisqu'on est passé de 26 à 82. Après le plomb, en fait, le plomb, son noyau est particulièrement stable, pas autant que le fer 56, mais il est doublement magique, donc il a un nombre magique de protons et de neutrons. Et quand on absorbe un nouveau neutron, on n'a pas une désintégration bêta, mais une désintégration alpha, qui correspond à l'expulsion d'un noyau d'hélium. Et donc du coup, on recule de 4 masses atomiques, donc c'est pas très intéressant pour continuer à produire des éléments lourds. Alors, oui, c'est ça, donc c'est pas n'importe quel plomb, c'est bien le plomb 208, puisqu'il a 82 protons et 126 neutrons. Alors, l'autre processus, du coup, c'est le processus R, donc qui part opposition au processus S. Il a besoin d'une irradiation neutronique intense. Alors, quand on dit intense, on parle de flux de neutrons vraiment très intense. Et donc, jusqu'à pas très longtemps, les seules sources qu'on imaginait dans l'univers capables de produire un flux d'irradiation neutronique suffisamment intense, c'était les fameuses supernovas dont j'ai parlé tout à l'heure. D'où le terme nucléosynthèse explosive. Depuis 2017, on a d'autres candidats qui sont les coalescences d'étoiles à neutrons, qui a priori envoient aussi des flux d'irradiation neutronique intenses. Ici, ce qui se passe, quand le nucléide a absorbé un premier neutron, il n'a pas le temps de subir la désintégration bêta avant d'en absorber un autre neutron. Et donc, il va absorber plusieurs neutrons à la suite, ce qui fait qu'on va créer un nucléide instable, très riche en neutrons, et qui va être assez éloigné de ce qu'on appelle la vallée de stabilité nucléaire. Ce qui permet de créer des éléments lourds, très lourds, qui seront pas stables, donc qui seront radioactifs. Et donc, après l'irradiation neutronique, ces nucléides, quand il n'y a plus le flux de neutrons pour les maintenir, ils vont avoir tendance à se désintégrer, donc ils sont radioactifs, pour regagner la vallée de stabilité nucléaire. Alors ce processus R ne synthétise pas que les éléments de 82 à 92. Il peut aussi synthétiser des éléments
entre z égale 26 et z égale 82. Donc quand on a des éléments au-delà de z égale 82, ils ont nécessairement été créés par le processus R, mais si c'est des éléments entre 26 et 82, ils peuvent avoir été créés par processus S ou par processus R. Et là, du coup, c'est en fonction de leur abondance qu'on va pouvoir estimer par quel type de processus ils ont été créés. Alors du coup, comme je l'ai déjà dit, comme on l'a vu pour le plomb, quand on arrive à un nuclide qui a un nombre magique de neutrons, ils sont des nuclides un peu limites. Et donc ce processus, avec les autres qu'on a vus, explique les abondances naturelles dans l'univers en éléments lourds, voire très lourds. Et donc, on a une possibilité de créer des éléments super lourds, donc vraiment très instables, avec des masses qui sont supérieures à 300 unités de masse atomique. Mais pour ça, c'est ce qu'on appelle un autre processus, c'est le processus P, qui correspond en fait à un processus R à 2 étapes. Donc ça veut dire que la pauvre étoile subit 2 flux d'irradiation neutronique intenses, grosso modo à la suite. Donc ce qui est possible, parce qu'il peut se passer plein de choses dans l'espace autour, mais du coup, pour expliquer les éléments super lourds, c'est comme ça que la théorie de la nucléosynthèse l'explique. Mais donc là, on a fait le tour. On a vu que la nucléosynthèse primordiale nous expliquait l'hydrogène. Alors, il y avait aussi un peu d'hélium et de lithium, pour être tout à fait honnête, mais c'est surtout l'hydrogène qui nous intéressait, puisque c'est ça qui va être le carburant pour les étoiles. On a vu que dans les étoiles de faible masse, on pouvait créer en plus des éléments, donc Z égale 4, 5 et 6, jusqu'au carbone. Et puis dans les étoiles de masse élevée, pendant leur vie, on pouvait créer tous ces éléments-là, qui vont jusqu'au fer. Et puis après, grâce à des flux d'irradiation neutronique, intenses ou moins intenses, on va pouvoir créer petit à petit tous ces éléments lourds, jusqu'ici l'uranium. Ceci clôture ma présentation. Je crois que j'ai été un petit peu court, mais ça laisse plus de temps pour les questions. Merci pour votre attention. Oui, effectivement, c'est pas un problème. Il y aura juste plus de questions, donc à tes risques et périls. Justement, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que c'est la désintégration alpha et bêta? Oui, je peux expliquer ce que c'est. Donc, c'est un truc que tu verras quand tu auras le cours de physique nucléaire l'année prochaine. Donc en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va surtout parler de la désintégration bêta ici. Je reviendrai sur le alpha plus tard, si ça ne te dérange pas. Donc la désintégration bêta, en fait, ce qui se passe, c'est que donc tu as un élément qui va absorber un neutron. Et donc ici, tu as un excès de neutrons. Ce qui va se passer, c'est que ce neutron va subir ce qu'on appelle une désintégration. Et donc, il va se transformer, se transmuter, on appelle ça, en un proton et un électron. Il y a aussi émission d'un antineutrino et d'énergie, mais ça je ne les ai pas repris ici dans l'équation. Mais c'est ce qu'on appelle la désintégration bêta. Alors ici c'est ce qu'on appelle la désintégration bêta-, puisqu'il y a émission d'un électron. Il existe aussi la désintégration bêta+, avec émission d'un positron. La désintégration alpha, quant à elle, c'est ce que quand tu as un noyau beaucoup plus lourd, radioactif, on peut émettre des particules alpha qui sont des noyaux d'hélium, donc avec 2 protons et 2 neutrons. Donc si tu l'écris en notation comme ceci, tu as 4,2He. Ok ? Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Il y a peut-être une petite chose qui m'a échappé dans la parenthèse concernant l'étoile lourde, le processus CNO. On a besoin d'avoir du carbone dans le processus. Oui, tout à fait. Donc le premier carbone, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Ah oui, en effet. Donc en fait, dans le cycle CNO, c'est ce qui fournit l'énergie à l'étoile. Donc vraiment la source principale de l'énergie. Mais au début, il a bien fallu présenter ces éléments plus lourds. Alors ces éléments plus lourds dans les étoiles de masse élevée, souvent ils sont déjà présents par enrichissement, ou bien simplement ils sont apparus au fur et à mesure par fusion de l'hydrogène en cycle proton-proton, qui peut produire, on a vu jusqu'au beryllium, mais après si on prend un beryllium et un hélium, on va comme ça pouvoir former notre atome de carbone, dont on a besoin pour la suite. Ce qui est intéressant avec le cycle CNO, c'est que, si je reviens en arrière, hop, c'est complètement contre-intuitif ton pointeur Cyril. Ici, en fait, on se rend compte que si on le fait une fois, pour un des 2 cycles secondaires, on reproduit le carbone 12 dont on a besoin pour relancer le cycle primaire.
Donc on n'en a pas besoin de beaucoup pour pouvoir avoir cette relation-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. D'autres questions? Non? Mais moi j'en ai peut-être une alors. Je t'écoute. Puisque tu as fait ta thèse dans ce domaine, est-ce que tu sais nous expliquer rapidement quelle a été ta contribution à ce genre de discussion? Oui, bien sûr. Tu as demandé rapidement, c'est ça? Oui, si possible. Ok. C'est le mot rapidement qui me posait problème. En fait, ma contribution se travaillait surtout sur les naines blanches. Parce que du coup, les naines blanches, on a vu ensemble que ce sont des produits, donc des étoiles mortes, mais des étoiles de faible masse. Dans certaines naines blanches, on se rend compte qu'on a des abondances en éléments lourds, plus lourds que le fer, qui sont anormalement importantes. Et donc, comme la théorie de la nucléosynthèse via la vie d'une étoile de faible masse ne peut pas expliquer la présence d'éléments plus lourds que le carbone normalement, et donc ici on en trouve plus lourd que le fer, c'est bizarre. Et donc en fait, pour comprendre ça, ce qu'il faut faire, c'est faire une analyse étendue et extensive du spectre des naines blanches pour comprendre vraiment quelle est l'ampleur du désastre, donc l'ampleur de ces surabondances en éléments lourds. Et donc avec ça, on peut étoffer les modèles de nucléosynthèse qui sont présents ici. Ou bien comprendre qu'il a dû se passer quelque chose dans l'espace interstellaire. Typiquement, si on a un gros enrichissement en éléments lourds, voire très lourds, ça veut sans doute dire qu'il y a eu un processus énergétique pas très loin, à l'échelle astrophysique, à proximité, et donc on a eu un enrichissement comme ça. Ok, parfait. Une autre question ? Ah oui. Pouvez-vous peut-être expliquer ce que c'est concrètement un neutrino ? Excuse-moi. Concrètement, alors le neutrino, c'est une particule qui est de masse très très faible, qui interagit très très faiblement avec la matière et qui est donc très très difficile de détecter, mais qui est très important en physique des particules, notamment pour toutes les relations de conservation. Typiquement, par exemple, quand tu as plusieurs particules, on sait qu'on a conservation de la quantité de mouvement, ça vous l'avez vu dès la première année, vous êtes des experts. Eh bien, on se rend compte que s'il n'y a pas ce neutrino, on n'a pas conservation de la quantité de mouvement, par exemple. Et donc, il existe plusieurs types de neutrinos qui sont liés à plusieurs types de particules. Il y a les neutrinos électroniques, les neutrinos muoniques. Mais du coup, je ne vais pas trop pouvoir rentrer dans le détail avec ce que tu as maintenant, mais je pense que là, déjà, tu as un petit peu plus un feeling de ce que ça peut être cette petite particule. Donc, c'est une particule qui est de très faible masse, qui n'a pas de charge, et dont on a besoin et qui est très importante en physique des particules. On a peut-être encore une question là-bas. Merci. Merci pour ton exposé. Il y a quelques centaines d'années, les gens qui regardaient le ciel ont vu apparaître des nouvelles étoiles qu'ils appelaient nova. Et maintenant, on parle de supernova. Est-ce qu'il y a une différence ? Et est-ce que cette différence se traduit aussi en termes de formation des éléments ? Alors, en fait, le terme, donc le suffixe nova a été utilisé à toutes les sauces. Donc, en fait, ici, la supernova, c'est bien l'explosion d'une étoile massive. Il y a aussi les kilonovas qui désignent les coalescences d'étoiles à neutrons dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, a priori, ce sont des processus différents qui ont juste en commun le suffixe nova. Parce que dès que c'est nouveau, on ajoute ça. Et du coup, voilà, c'est pas forcément lié. Une dernière question peut-être ? Non ? Ok, alors c'est parfait. Il me reste simplement à clôturer cette session de séminaire sandwich, la dernière de cette année. Finalement, j'aimerais aussi vous remercier pour votre présence parce que vous avez été très nombreux pendant les 3 séminaires de cette année. Donc merci pour cette réponse positive au nouveau séminaire sandwich après le Covid. Et je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Merci à tous.